Alors, comment? Oui. Non, je vais essayer de ne pas être trop bavard. Du coup, j'ai choisi de vous présenter les découvertes qui ont été réalisées à l'intérieur de la cathédrale d'Autun à l'occasion donc des travaux, comme vous le savez. On va célébrer cette année les 900 ans de la cathédrale d'Autun. Et il y a eu des travaux de réhabilitation importants, de restauration, d'installation d'un chauffage au sol notamment, et de mise en valeur donc, de l'intérieur de la nef et du transept, dont les phases principales de travaux qui ont concerné notamment le sol et la présence éventuelle de vestiges archéologiques, donc, qui ont été réalisés entre juin 2017 et avril 2019. Et ces tranches de travaux étaient accompagnées par des 3 opérations archéologiques réalisées par le service archéologique d'Autun sous la forme de diagnostic d'archéologie préventive. Alors, c'est des travaux qui sont en cours d'étude, et sur ces 3 phases, un des rapports a été rendu et les 2 autres sont en cours de rédaction. Donc un petit peu pour vous donner un ordre d'idée, sur la première tranche de travaux, ce sont 150 mètres carrés qui ont pu être partiellement explorés. Et sur les tranches successives réalisées en 2019, c'est environ 250 mètres carrés qui ont été amenés à être explorés à l'intérieur de la cathédrale. Alors ici, un plan effectivement qui vous localise, c'est passé rapidement, qui vous localise les 3 tranches d'intervention. Donc celle réalisée effectivement en 2017 a été réalisée juste avant la croisée du transept, entre nef et bas-côté, au niveau de la 7e travée. La tranche 2, donc en avril 2019, en 2019 en fait, a été réalisée entre les travées 5 et 6, et la 3e et dernière tranche de travaux, donc en avril, au printemps 2019, a été réalisée sur la 2e travée. Préalablement effectivement aux investigations et même à la dépose des dallages qui a été nécessaire pour les travaux, notamment d'installation du sous-sol, il a été réalisé, donc à la demande du service archéologique, une prospection. Bon, c'est des choses qui deviennent un petit peu classiques sur les interventions archéologiques. On fait intervenir en préalable des géophysiciens, c'est-à-dire des personnes qui vont, à l'aide d'appareils un petit peu barbares comme celui-là, c'est souvent des bricolages de chaque société que l'on va mobiliser ou université qu'on va mobiliser, qui permettent de détecter les vestiges du sous-sol avant l'intervention et de porter l'attention de la fouille ou du diagnostic ou du sondage sur les éléments potentiellement intéressants qui vont ressortir de l'analyse. Alors ici, c'est une prospection radar qui, à la manière d'un médical, en fait, on va dire d'un IRM, permet de détecter les vestiges par couches successives. On peut déterminer des vestiges tous les 10 cm, par exemple, et jusqu'à une profondeur de 2 mètres, 2,50 mètres ou plus en fonction de la nature du sol. C'est une intervention, effectivement, à l'intérieur de ce type d'infrastructure qui est un peu particulière. Donc l'évacuation des déblais a été réalisée par exemple à l'aide d'un Manitou qui rentrait à l'intérieur de la cathédrale par le portail latéral pour évacuer au fur et à mesure les déblais au cours de nos interventions. Et effectivement, c'est une intervention où tous les sondages ont été réalisés à la force de nos petits bras, manuellement, par l'équipe du service archéologique. Pas de moyens mécaniques, c'était un petit peu compliqué à mettre en place à l'intérieur de la cathédrale. Ça aurait pu l'être à l'aide de petits engins mécanisés électriques, mais c'était assez compliqué à mettre en œuvre et on a été obligé plutôt, plus exactement, d'utiliser l'énergie de l'huile de coude. Voilà. Du coup, voilà. Donc je vais vous faire une présentation un petit peu successive et chronologique des principaux vestiges qui ont été mis au jour, des plus anciens aux plus récents. Alors on s'attendait effectivement à l'intérieur de la cathédrale à rencontrer dans les niveaux, on va dire,
les plus anciens, antérieurs à la construction de la cathédrale au XIIe siècle, des vestiges du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, voire de l'époque romaine, comme ça a été le cas sur la fouille qui a eu lieu dans les années 90 à l'emplacement du tombeau de Saint-Lazare, où effectivement les vestiges d'époque romaine ont été mis au jour assez peu profondément, ainsi que toute la stratification des vestiges du Haut Moyen-Âge, de l'époque mérovingienne, enfin en tout cas antérieure, de bâtiments antérieurs à la construction de l'édifice religieux. Donc on pensait effectivement un petit peu être rapidement sous les dalles sur ce type de vestiges, et ça n'a pas été le cas, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'emplacement du transept, on a ce qu'on appelle une limite de terrasse, c'est-à-dire que la ville étant étagée, enfin étant inclinée, si vous voulez, les infrastructures sont disposées sur des terrasses planes et qui, au bout d'un moment, voilà, il y a une rupture de pente de loin en loin, et cette rupture de pente ici, elle se situe au niveau de la croisée, enfin du transept. C'est-à-dire que là, vous avez des vestiges assez affleurants, on va dire, et là, hop, on a un brusque dénivelé et de plusieurs mètres qui fait que les vestiges de la même époque vont se retrouver 2 mètres ou 3 mètres plus profonds. Et ça a été le cas effectivement au niveau de la nef et au niveau de nos interventions. On s'est bien rendu compte que l'édifice religieux était édifié sur un terrain particulièrement en pente, donc une pente qui suivait 2 directions principales, notamment en direction du nord et du nord-ouest. On a quand même réussi à appréhender des couches à environ 2,80 m sous le niveau du dallage actuel. On a mis en évidence, on va y revenir tout à l'heure, des niveaux de ce qu'on appelle de terre noire, on va y revenir, et dans les couches les plus récentes, mélangées aux vestiges les plus récents, on a pu mettre en évidence du mobilier ancien de l'époque romaine, des creusets, comme on a vu tout à l'heure avec la présentation de Pierre Canton, des creusets de cémentation. Donc c'est des creusets particuliers de fonte des alliages cuivreux, mais pour réaliser l'alliage du laiton. Donc ça a été mis en évidence. Des déchets de forge, et notamment ici un culot de forge qui a été retrouvé dans des niveaux plus récents, et très intéressant, et qui vient compléter d'autres observations dans ce secteur, un ensemble de morceaux de verre fondu qui font penser, et qui, en les mettant en relation avec d'autres éléments, font penser à un bruit de fond en fait, d'une production peut-être d'ateliers de verriers de l'époque antique, qu'on présume presque à l'emplacement de la cathédrale actuelle, mais plutôt du côté de la cathédrale Saint-Nazaire, dans le secteur de Saint-Nazaire. Et c'est des choses qui ont été vues notamment sur les fouilles de Christian Sapin. Et donc on a des indices de production du verre antique à ce niveau-là. On a retrouvé également donc, du lambeau de mosaïque, on a du mal un petit peu à le rattacher à quelque chose. Une céramique effectivement très abondante, avec quelques indices de l'époque augustéenne. Un mobilier abondant du milieu du 1er à la fin du 2e siècle, extrêmement abondant. Et pour la fin du 4e siècle et le début du 5e, quelques indices, et notamment ces rares indices de production de dérivés sigillés paléochrétiennes, qui sont vraiment des témoins de la fin du 4e siècle et du 5e siècle, qu'on va retrouver en très faible quantité à Autun, et notamment sur le site de la cathédrale, à l'emplacement aussi dans l'environnement de l'enceinte réduite, et de manière un petit peu plus marginale du côté de Saint-Pancrace, en périphérie méridionale de la ville. Alors la problématique des terres noires, on a essayé de regarder, alors, on était dans des contextes, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc de diagnostic. Donc c'est une expertise, des sondages qui sont destinés à expertiser un petit peu le sous-sol. On en profite généralement pour aller un petit peu plus loin, mais pour les terres noires, on n'a généralement pas la possibilité de mettre en place autre chose que des analyses macroscopiques, c'est-à-dire à l'œil nu en fait, mais on essaye d'être très attentif là-dessus, puisqu'effectivement ce sont des niveaux qui ont tendance à se mettre en place, qui viennent sceller les niveaux d'époque romaine, qui se mettent en place, qui peuvent être stratifiés, c'est-à-dire on peut avoir des couches, des niveaux de sol, des niveaux de circulation différents. C'est très fréquemment daté du Haut Moyen-Âge.
quand c'est occupé de cette manière-là. Et puis ensuite, on peut avoir une occupation médiévale qui se met en place. Donc on essaye d'analyser ça de manière un petit peu serrée pour documenter ces vestiges qui sont assez fugaces. Donc nous, on s'est rendu compte que ces couches étaient visuellement très épaisses. Donc en tout cas, visuellement, nous, on les a reconnues sur une épaisseur supérieure à 1,75 m à proximité du transept. On a procédé par fouille manuelle puis par carottage pour essayer d'appréhender ça. On n'a pas noté à la fouille de vestiges structurés, de niveaux de sol successifs. Il n'y a pas de stratification apparente, et on sait en quoi ça diffère des terres noires qui ont été reconnues sous le chœur dans les années 90 au niveau du tombeau de Saint-Lazare. Et dans ces terres noires, on a uniquement la présence de vaisselle antique résiduelle des 2 premiers siècles de notre ère. Il n'y a pas de céramique médiévale. Dans ces coupes stratigraphiques, voilà, on a repéré ça un petit peu dans les différents sondages qu'on a réalisés. On a des niveaux stratifiés qui apparaissent très clairement, qui sont un petit peu beiges et qui sont composés de poussière ou de déchets de taille en grès qui sont liés au chantier de construction donc de l'édifice religieux et qui sont, on s'est rendu compte, d'une épaisseur variable et qui sont destinés, si vous voulez, à compenser le pendage accidenté du terrain. Donc il faut imaginer qu'on commence un petit peu à construire l'édifice religieux. On a un terrain très en pente, on taille les blocs sur place et les déchets de taille sont nivelés et tassés. On a vraiment des effets de tassement, des sols de circulation pour créer une sorte de plateforme sur laquelle on va construire effectivement dans laquelle on va construire et installer les murs de fondation et les piles de l'édifice religieux. Alors voilà d'autres photos. Voici des sols de circulation qui sont contemporains si vous voulez, du chantier de construction du XIIe siècle. Donc on note des phases de construction, d'interruption de travaux. Donc évidemment, il a été très difficile de dater chronologiquement, mais on sent qu'on a des interruptions de travaux régulièrement et des recharges successives. À proximité effectivement de la croisée du transept, on a pu mettre en évidence des sols de circulation contemporains de la construction de l'édifice religieux. Tout d'abord, en fait, sous la forme d'un sol de circulation en terre battue. Donc c'est un petit peu l'aspect, si vous voulez, visuel des terres noires, mais en tout cas, si vous voulez, avec une surface indurée, très dure, durcie par le piétinement. Et c'est très intéressant de mettre ce type de vestige chronologiquement correspond au début, si vous voulez, du fonctionnement de l'édifice religieux, avec les textes qui décrivent le transfert des reliques de Saint-Lazare en 1146-1147, où on décrit effectivement des sols en terre battue. Donc ça a été vu, comme je vous le disais, effectivement, c'est des choses qui ont été vues au niveau du chœur, à l'occasion des fouilles de Walter Berry, au niveau du tombeau de Saint-Lazare. Ces sols de circulation en terre battue ont pu être observés. Ils sont scellés, ici on le voit, donc sur un petit lambeau conservé, par un sol de circulation qui visiblement, en tout cas, vient jouxter et lier, si vous voulez, à la fondation romane d'une des piles qui sépare la nef des bas-côtés. Donc on a un sol d'époque romane conservé, en tout cas son radier est conservé sur quelques mètres carrés. Voilà, cette photo illustre bien le fait qu'on a un aspect contemporain en fait, entre la mise en place de ce radier et la fondation d'époque romane. Le sol construit, alors sur la carte radar qu'on a réalisée, effectivement, le sol construit était perceptible. Il a été intéressant, donc, à l'occasion de ces différentes interventions, d'observer le mode de construction de l'époque romane, notamment des murs gouttereaux. Alors, c'est des murs qui ferment
l'église qui deviendra cathédrale sur les grands côtés, et puis le mode de construction des piles. Donc les piles, c'est les fondations des piliers, si vous voulez, qui séparent les bas-côtés de la nef. Donc généralement, ces fondations, on dit qu'elles sont chaînées, c'est-à-dire que vous avez des maçonneries souterraines qui ne sont pas visibles, qui permettent de relier les fondations des piles les unes avec les autres pour éviter les effets de statique, c'est-à-dire d'ouverture, des piles qui vont forcer sur les murs, etc. Et là, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Donc on a pu observer effectivement des fondations de piles. Voilà, donc on a observé un certain nombre. On a observé le mur Goutreau, en fait, ici, à cet endroit-là. On a pu faire la comparaison avec les observations qui ont été menées en 2014 par Anis Bugnon à l'intérieur de la chapelle Saint-Joseph. Et on a pu effectivement mettre en évidence un mode de construction analogue entre les murs Goutreau et les fondations des piles à l'aide de gros blocs, ici, de grands appareils, donc en grès, avec un mortier, vous voyez ici, un mortier rosé, qui est de couleur rosée, qui est assez homogène sur l'ensemble de l'édifice. Très certainement, une partie de ces blocs sont des réemplois de blocs antiques de grands appareils. On observe à certains endroits des trous de louve ou des éléments de fixation ou des blocs les uns avec les autres qui évoquent des blocs de l'époque romaine. Alors on a pu, effectivement, là voici les fondations, ce type de trous notamment assez caractéristique, donc les fondations qui ont pu être observées à l'intérieur de la chapelle Saint-Joseph de même nature. Pour les piles, alors on a pu se rendre compte que effectivement les fondations des piles étaient réalisées de la manière suivante. On a affaire donc à des constructions, alors, toujours avec des blocs de grands appareils en grès, des réemplois antiques probables pour certains, donc un plan carré et puis un profil fréquemment en gradin, de plus en plus large au fur et à mesure de la profondeur. En revanche, on n'observe aucun lien en fait entre les piles. Elles sont indépendantes les unes des autres. On n'a pas de mur de chaînage et les dimensions sont relativement constantes. Et ça évoque le mode de construction, notamment des fondations observées lors des fouilles de la basilique de Paray-le-Monial qui a été réalisée dans les années 1990 par Gilles Rollier. Alors on est parti un petit peu à la recherche des vestiges du jubé. Donc c'est un dispositif liturgique qui séparait, une sorte de portail qui séparait la nef en deux parties. Une partie destinée à l'église en direction du chœur et puis plutôt une partie destinée aux personnes qui rentraient à l'intérieur de l'église, aux laïcs. Donc du coup un dispositif construit par le cardinal Rollin, dont on célèbre dans les textes la beauté et la magnificence, dont le musée possède encore les éléments sculptés et notamment la sculpture figurée, mais vestiges évidemment qui ont été complètement détruits au XVIIIe siècle et dont on ne connaît pas exactement la localisation et finalement la morphologie, parce qu'on n'a que des croquis qui nous les décrivent. Donc on a, première hypothèse, c'était effectivement ici, donc entre deux piles, des vestiges qui ont été vus de part et d'autre, mais avec un vide. On n'a pas pu voir si c'était une continuité, puisque évidemment ces vestiges, on avait un conduit de chaleur du 19e siècle qui est venu un petit peu casser tout ça, et on avait du mal un petit peu, dans le cadre de nos sondages, d'aller un petit peu plus loin dans l'identification. Donc on a proposé d'y voir éventuellement la fondation du jubé, donc c'est-à-dire que la localisation n'était pas idiote, mais il fallait aller un tout petit peu plus loin, donc c'est pour ça qu'une fouille complémentaire a été réalisée par le Centre d'études médiévales. Donc ici, une image en fin de fouille du Centre d'études médiévales. Vous avez le premier massif qui vient jouxter une des piles, le conduit de chaleur qui vient casser ce massif. Et puis l'idée c'était là on a un deuxième massif qui était juste contre la seconde pile. L'idée c'était de fouiller cette zone-là et voir s'il y avait une continuité.
Et là, pas de continuité en fait entre les deux. On retrouve le sol, si vous voulez, de chantier du XIIe siècle intact. Donc la deuxième hypothèse, ça a été effectivement, c'est lors d'une tranche de travaux postérieure en fait, c'est de retrouver effectivement des vestiges maçonnés. Donc là, on a un petit peu plus d'hypothèses pour aller dans une localisation dans ce secteur-là. Et donc à la fois sur la base d'éléments en fondation, mais également d'un épandage de lapidaires fragmentés qui date du XVe. Là, sur la géophysique, dans ce secteur-là, on a une continuité, un chaînage continu qui a été observé en géophysique et donc du coup qui complète un petit peu la vision partielle qu'on a, puisqu'on a pu observer donc ces maçonneries puissantes que sur une superficie assez faible. Et on imagine effectivement, grâce à la géophysique, que ça se poursuit effectivement d'une pile à l'autre. Alors ici, là, le chantier du centre archéologique, du centre d'études médiévales, qui cherchait les fondations du Jubé. Et puis au final, c'est nous qui les avons trouvées un petit peu plus en avant, en fait. Donc, quelques photos, effectivement, de l'intervention. Je vais aller assez vite parce que je suis en train d'épuiser le temps. La couche de destruction qui allait jusqu'au contact des fondations possibles du Jubé. Vous voyez un petit peu un épandage de calcaire, d'éléments de calcaire, où on a pu mettre en évidence 231, on l'a fouillé sur quelques mètres carrés, 231 fragments de lapidaires, et qui, pour ceux qui peuvent avoir des éléments de datation, relèvent du XVe siècle. Et donc, on a un peu l'idée d'avoir peut-être affaire au reste du Jubé, en tout cas ceux qui n'ont pas été récupérés, pour notamment tout ce qui ne concerne pas, en fait, je dirais, la sculpture figurée. Donc, ça a fait l'objet d'une étude qui est en cours, en collaboration avec Véronique Bouchra et Brigitte Maurice-Chabard. Donc il y a plusieurs familles de sculptures qui ont été mises en évidence, donc des éléments, comme vous voyez ici, de type chou frisé, avec de la peinture dorée, donc c'est un registre décoratif caractéristique de la sculpture gothique flamboyante, des éléments de dentelle architecturale, donc idem, avec fréquemment en fait une couverte dorée, également caractéristique de la sculpture monumentale bourguignonne du XVe siècle, donc qui peuvent être associés aux vestiges que vous avez vus précédemment, à ceux-ci. Des éléments un petit peu plus massifs, en grès, qui sont visiblement porteurs, contrairement à ceux que vous avez vus précédemment, donc avec des profils en forme de rond, quart de rond, demi-rond, des formes saillantes à angle droit, avec des lits de pose qui sont conservés, des traces de peinture et de badigeon fréquentes, avec une dominante rouge et dorée, comme vous pouvez le voir sur ces éléments-là. Donc là, ceux-ci sont plus difficiles à dater, mais selon les spécialistes de la sculpture, on peut tout à fait les retrouver en fait, sur des éléments sculptés du XVe siècle. Donc effectivement, on a l'impression d'avoir un ensemble de destruction cohérent qui fonctionne avec une fondation relativement massive qui pourrait tout à fait supporter ce type d'infrastructure. Donc c'est un exemple très proche de ce à quoi ça pouvait ressembler. Donc on retrouve donc dans le monastère de Bourg-en-Bresse de Brou, en fait, à l'intérieur de l'église abbatiale. Voilà un dispositif, effectivement, avec un portail central et puis avec des sortes de petites chapelles, avec des autels, tels que c'est décrit, effectivement, sur le jubé du cardinal Rollin. Alors, des sépultures, en fait, qui ont été retrouvées à l'intérieur de la cathédrale, donc un ensemble de sépultures en cercueil de bois. On a procédé, effectivement, à des analyses radiocarbone qui nous fournissent... des éléments un petit peu intéressants. On n'a aucune sépulture antérieure au milieu du XVe siècle, dans toutes celles qu'on a pu dater. 2 sont datées du milieu du XVe, milieu XVIe, une fin XVe, début XVIIe, et une fin XVIIe, début XVIIIe siècle.
Donc il y a une absence de sépulture dans ce secteur-là au niveau de la nef. En revanche, une densité importante dans les bas-côtés, c'est décrit également dans les textes qui décrivent les travaux de percement des canaux de chaleur. Une densité également qui a l'air importante à proximité du possible jubé, en fait. Et puis également, peut-être, au niveau de la nef centrale, donc une absence de sépulture clairement identifiée, mais ici, l'amorce d'une fosse qui ressemblait à une fosse, à une sépulture plus ou moins centrale, qui a été mise en évidence par le SEM, mais qui n'a pas été fouillée, puisqu'en dehors, en fait, de la prescription. Quelques images, en fait, des sépultures, telles qu'elles sont conservées, donc partiellement fouillées, avec des traces notamment de bois conservées. Voilà, je passe très rapidement, parce que du coup, voilà, j'ai presque fini. Donc on en arrive effectivement aux vestiges de la deuxième travée et les fosses d'exhumation. Donc on a rencontré un ensemble de fosses d'exhumation qui ont eu lieu à différents endroits dans la nef et dans les bas-côtés pour exhumer des sépultures qui étaient présentes dans ces secteurs-là. Et puis également donc, les traces d'un caveau qui avait été détecté, dont on avait oublié l'existence, mais qui avait été détecté par la géophysique. Les images de ces fosses d'exhumation, donc vous voyez qu'elles viennent prélever, si vous voulez, les tombes qui se superposaient. Ici, vous avez les tombes, celles qui ont été préservées, ce sont les plus anciennes, qui, comme je vous le rappelle, datent du XIVe, XVe siècle. Et puis, dans ces fosses d'exhumation, donc de nombreux clous de cercueil, que vous voyez là, avec des traces de bois, et de nombreux ossements humains. Comme je vous disais, la géophysique a mis en évidence une cavité voûtée, en fait, de 3 mètres de profondeur au centre de la nef, de 7 mètres 5 sur 6 mètres. Donc on s'est concentré effectivement pour la dernière intervention sur ce secteur-là. Et effectivement, vous voyez une image, en fait, donc là, voilà, il y a 4 piles ici. Vous avez une entrée, vous avez l'extrado, en fait, du caveau. L'entrée qui permet, à l'aide d'un escalier, de pénétrer à l'intérieur d'un espace voûté, et le caveau en lui-même occupe l'espace qui se situe entre les 4 piles que vous voyez là. Alors, des images qui vous montrent effectivement cette entrée aménagée, voilà. Donc l'extrado que vous avez ici. Le caveau se développe dans cette direction-là. Une image également de l'entrée. Vous voyez, avec la partie voûtée, et puis l'escalier, on y pénètre par un escalier, l'extrado, vous voyez là, et puis effectivement, cette dalle qui venait sceller l'ouverture et qui était intégrée de manière très propre, très claire, dans le dallage qu'on sait avoir été mis en place au XVIIIe siècle. Donc voilà la trappe d'accès avec les anneaux qui permettent de la soulever. On en avait oublié vraiment l'existence. Donc voici une vue de l'intérieur et notamment de l'intrado et des traces de coffrage. Voilà. Le mur du fond. Voilà, vous êtes là. Le cliché est pris, si vous voulez, sur la petite plateforme sur laquelle vous arrivez en descendant par l'escalier. Vous avez un comblement en fait par un ensemble de déblais, et on voit très bien ici en fait une sorte de tranchée qui a été creusée avec des déblais qui ont été repoussés sur les côtés, et notamment un ensemble d'ossements humains. Donc je ne sais pas, on a comptabilisé, on n'est pas rentré, on n'a pas fouillé, on a juste fait des clichés. Donc on a une dizaine de crânes qui étaient présents, et puis des éléments en bois un petit peu disparates, et effectivement beaucoup de bouleversements, comme si effectivement on avait voulu chercher à creuser une tranchée centrale pour chercher quelque chose, et puis rejeter des déblais sur les côtés. On a pu, grâce à la société Edwen et au travail de Florian Martin,
mettre en évidence et mettre en relation, plus exactement, ces vestiges avec des documents conservés à la Société Edn, et notamment des documents d'archives qui montrent que ces travaux, et notamment la construction de ce caveau, ainsi que le pavage et la réalisation du pavage, ont été souhaités en fait en 1765, et donc c'est des travaux qui ont eu lieu à la fin du XVIIIe siècle. Alors très rapidement, voilà des images en fait. Les éléments les plus récents, ce sont les éléments qui sont venus conforter la zone de la croisée du transept. Parce que comme vous le savez, effectivement, la croisée du transept, vous avez 4 piliers qui soutiennent la flèche de la cathédrale, donc la flèche qui a été construite au XVe siècle en pierre, mais qui venait succéder à des aménagements plus légers, en fait, avec une charpente en bois. Et donc ces éléments très lourds sont venus vraiment, avoir des poussées très importantes. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle, il a été signalé, à l'époque de Viollet-le-Duc, des fissures très importantes au niveau de la flèche qui menaçait de s'écrouler. Donc il a été décidé de renforcer en sous-œuvre les fondations. Et c'est toutes ces maçonneries, effectivement, qu'on a pu observer, qui sont construites très profondément et qui permettent de relier, de chaîner ces différentes fondations. Donc voilà un petit peu toutes ces énormes maçonneries qui ont pu être construites au XIXe siècle dans ce but-là. Voilà, ce sont des choses qui ont été vues, qui étaient perceptibles effectivement sur la carte des prospections en radar. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre attention. Alors, je ne sais pas si vous avez rapidement, si je ne vous ai pas trop endormi, quelques questions. En tant que structure, ce qui est toujours étonnant, ce sont les fondations elles-mêmes, c'est-à-dire jusqu'où vont les piliers. Est-ce qu'ils vont jusqu'à la pierre, à quelque chose de vraiment plus solide que votre terre noire? Enfin, pour moi, mécaniquement, c'est une grosse question, parce qu'on a des milliers de tonnes qui descendent. C'est effectivement en général ensuite en pyramide pour élargir. C'est comme des pneus de camion, ils sont plus larges que des pneus de voiture. Là, c'est plus que des pneus de camion qu'il nous faut pour dire tout ça. Exactement. Et puis bon, du coup, on a évité de gratter trop profondément au pied des piles. Non, mais on est descendu relativement profond. Mais j'aurais du mal à vous indiquer effectivement la profondeur d'ancrage. Peut-être, ça, il faudrait poser la question. Je poserais peut-être la question au service de l'architecte en chef, éventuellement, s'il a eu connaissance de documents qui mentionnent effectivement les profondeurs d'ancrage ou pas, je ne sais pas exactement. Tant au XIXe siècle qu'à l'époque romane, je pense qu'on a effectivement affaire à des fondations très 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 profondes. En fait. Ils le savaient, ils avaient l'expérience. Voilà, donc ce que je peux vous dire. En tout cas, les travaux ont dû être très impressionnants, parce que non seulement ils ont conforté les fondations en sous-œuvre, mais l'architecte en chef m'avait expliqué, Frédéric Didier, qu'ils ont démonté les 4 piles de la croisée du transept, donc ils ont dû les étayer en bois, les démonter, les remonter pour augmenter en fait leur taille. Ça n'a pas été juste un chemisage, mais vraiment une reconstruction. Donc ça a dû être un petit peu angoissant pour l'ouvrier qui venait enlever le dernier morceau là, pour reconstruire. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Du coup, je vous remercie.